Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JNTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous avez souvent vu dans des grandes manifestations anti-franc CFA. C'est quelqu'un que j'ai donc remarqué comme vous et un jour je me suis dit, je vais donner la parole à ce monsieur, il m'a l'air sympathique, il m'a l'air surtout très humaniste. Lui, c'est Sébastien Périmoni qui est conseiller de Jacques Chemilade, ancien candidat aux élections présidentielles en France, quelqu'un qui se bat également pour l'égalité entre les hommes sur la terre. On pourrait dire que Jésus n'est pas mort, il est encore sur terre, pour ceux qui y croient. Bonjour monsieur Périmoni. Bonjour, merci de m'inviter. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Alors, pourquoi c'est aujourd'hui, je vous invite, quelqu'un me poserait cette question-là. Je dirais que cette invitation est d'abord liée à votre actualité, et votre actualité, c'est ce livre. Voir l'Afrique avec les yeux du futur, et qui est un petit peu le travail d'un site que j'anime depuis maintenant plus de 2 ans, qui s'appelle afriquedufutur.com, où chaque semaine je publie sur abonnement du renseignement économique, du renseignement stratégique. Mais la particularité, c'est exclusivement sur le futur de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est pas une analyse des problèmes actuels, du passé, c'est vraiment orienté sur... J'essaie d'imaginer constamment à quoi ressemblera l'Afrique demain quand elle sera développée, libérée du franc CFA, où les gens pourront développer leur propre pays, où les enfants pourront aller à l'école, où les gens auront accès à l'eau, à l'électricité. Donc constamment donner à imaginer l'Afrique comme elle devrait être, puisqu'elle devrait déjà être comme ça, développée. Et donc ce livre parle de politique spatiale, par exemple. Beaucoup de pays africains aujourd'hui utilisent des satellites, une dizaine de pays africains ont déjà lancé des satellites. Ça les aide à lutter contre le braconnage, contre le terrorisme, prévenir les endroits où se développe le paludisme. Ça a plein de choses tout à fait utiles qu'on souvent on n'imagine même pas en fait. Des pays se lancent dans le nucléaire en Afrique. Donc c'est aussi un sujet... L'Égypte par exemple, qui sera la première je pense à avoir... L'Afrique du Sud a déjà un programme nucléaire, ça a été le premier. L'Égypte se lance, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda ont signé des partenariats avec différents pays, en particulier la Russie. Et tout ça validé par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc c'est un processus qui est en cours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très connu. On n'imagine pas des centrales nucléaires en Afrique, ça fait peur à tout le monde aujourd'hui. Vous ne citez là que des pays anglo-saxons. Alors c'est vrai, en effet. On pourrait dire le Rwandais francophone, mais non, nous savons depuis, même si la francophonie a été confiée à une Rwandaise alors que Kagame ne veut plus la langue française chez lui, allez comprendre. Tous ces pays que vous citez sont anglophones, il n'y a aucun pays d'Afrique francophone. Pour l'instant, non. Alors que ce soit aussi bien dans le domaine spatial, c'est tout le paradoxe, ou dans le domaine nucléaire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt les pays anglophones, mais de manière générale, aujourd'hui vous avez des trains à grande vitesse qui ont été construits, si on prend simplement les 5 dernières années, en Éthiopie, Djibouti, Addis Abeba, Nairobi, Mombasa au Kenya, Abuja, Kaduna au Nigeria. C'est des pays anglophones qui sont beaucoup plus orientés aujourd'hui. Des pays comme le Ghana ont aujourd'hui une politique d'industrialisation assez poussée, le Kenya... Le Kenya a publié, d'ailleurs j'en ai parlé sur mon site, un programme de manufacturing. C'est vraiment cette idée de on va développer nos propres industries, nos manufactures. Donc il y a plusieurs pays qui sont engagés là-dedans, des pays qui sont évidemment plus libres que les pays dits francophones, puisque on le sait, et peut-être on en parlera, ces pays francophones, aujourd'hui ne contrôlent pas leur budget, pas leur crédit, pas leur dette, pas leur monnaie. Ils ne contrôlent rien en fait. Donc quand vous n'avez même pas les élections de leur chef d'État. Et même pas les élections de leur chef d'État. Donc quand vous n'avez pas les outils économiques, et pour pas dire politiques, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous développer. Donc c'est un des facteurs qui fait que les pays anglophones, en effet, sont beaucoup plus vite et aujourd'hui beaucoup plus engagés dans l'Afrique du futur que les pays francophones. Savez-vous, Sébastien Périmoni, que l'Afrique noire francophone possède en son sein un prix Nobel de la paix qui avait longtemps travaillé à l'agence pour l'énergie atomique. Pour l'énergie atomique qui est basée à Vienne. Oui, savez-vous que l'Afrique noire francophone possède un prix Nobel de la paix 2005 qui y a travaillé? C'était Jean Ping, non? Non, c'était pas. Non, Jean Ping ne peut pas être prix Nobel de la paix, soyons sérieux. Oui, il aurait pu, mais à l'époque. C'est Vincent Konjok. Vincent Konjok qui vit à Dakar, sur qui j'ai fait un grand reportage à Dakar en décembre 2019. Vincent Konjok est natif du Cameroun, prix Nobel de la paix. 2005. 2005, ils étaient 4 choisis.
pour obtenir ce prix Nobel de la paix, travaillant à l'agence atomique. L'Agence internationale pour l'énergie atomique. Voilà. Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne. Vincent Kondiok est donc Bassa du Cameroun, né au Cameroun, mais dans son pays, il n'a pas pu développer ses programmes. On ne lui a même pas permis d'installer des panneaux photovoltaïques pour donner de l'électricité aux gens. Il s'est retiré au Sénégal et son affaire prospère là-bas tant bien que mal. Ça veut dire que si l'Afrique noire francophone avait la volonté, ou si la France permettait à ces pays-là d'avoir la volonté, ils pourraient s'y développer beaucoup de choses. Vous avez bien sûr. De toute façon, tous les pays peuvent se développer à partir du moment où ils contrôlent leur monnaie. En particulier, je ne sais pas comment vous voulez aborder la question aujourd'hui, puisque vous vouliez, je crois, mentionner le franc CFA. Nous arriverons là-dessus, puisque j'ai un conducteur. Alors, oui, pour avancer, l'Afrique doit s'industrialiser. Il faut qu'un nouveau paradigme émerge en Afrique. Beaucoup l'ont souhaité, les Thomas Sankara, les Julius Nyerere, les Kwame Nkrumah. Mais cependant, en analysant de près les réalités du terrain et les données socio-politiques, Sébastien Pelmoni, nous pouvons, de bonne foi, après avoir des doutes sur le bien fondé de telles affirmations, pourrait-on considérer qu'il s'agirait d'une vision un peu trop optimiste et, comme dirait l'autre, d'une analyse très approximative des faits de l'espèce? Alors, je pense que l'industrialisation de l'Afrique est inévitable. Déjà, ça, c'est le premier point. Quand? Tout dépendra de la bataille politique. Il n'y a pas de vision idéaliste en soi. Ma vision, elle n'est pas naïve. Ma vision, elle n'est pas idéaliste. Ma vision, elle est politique. C'est que quand je dis, voilà, l'Afrique va s'industrialiser, je dis que ça passera par un combat politique, par la fin de l'esclavage monétaire. Si on ne gagne pas cette bataille-là, l'Afrique ne va pas s'industrialiser, ou ça prendra encore plus de temps, même si c'est inévitable à long terme. Hein. Donc ma vision, elle n'est pas idéaliste, elle est politique. Et aujourd'hui, on voit que, si vous voulez, on est déjà, c'est ce que je dis dans le bouquin au départ, c'est que ça a commencé, ce nouveau paradigme est en train d'être mis en place. Et pourquoi? Tout simplement parce que en 2008, on a eu une grave crise financière et monétaire internationale. Et tout le monde s'est rendu compte... Partie des subprimes. Alors on dit les subprimes, oui, qui a été le petit déclencheur. Mais en fait, tout le système depuis 30 ans, depuis la fin des accords de Bretton Woods, était simplement une grosse bulle financière. Une grosse bulle financière. Donc on a maintenu les pays du Sud en sous-développement, coup d'État, assassinat, etc. Et on a désindustrialisé les pays du Nord, comme notre pays, par exemple, donc, évidemment. Et on a remplacé tout ça par de la spéculation financière. Donc les banques, les méga-banques se sont créées. Et en 2008, les subprimes ont été le déclencheur. Les subprimes, en deux mots pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même on prête de l'argent aux gens, 800 milliards qu'on crée comme ça ex nihilo, 800 milliards, mais il n'y a même pas 800 millions pour les hôpitaux, hein. Mais 800 milliards qu'on crée pour prêter à des gens qui n'ont pas de sous, pour qu'ils s'achètent une deuxième ou une troisième maison, en disant vous nous rembourserez plus tard. On sait très bien qu'ils ne vont pas rembourser. Emprisonner les gens en quelque sorte. Et en plus on les met dehors après. On a ce qu'on appelle maintenant les Obamaville aux États-Unis, les bidonvilles. Les bidonvilles, hein. Donc tout ça a été des vastes schémas de Ponzi, comme on dit, c'est-à-dire c'est des escroqueries financières, et tout le système petit à petit a basculé dans cette folie de l'escroquerie financière. Donc en 2008 tout explose, et qu'on le veuille ou non, et qu'on le comprenne ou non en Europe, ça marque la fin de l'hégémonie occidentale à l'échelle internationale. La fin du système de Bretton Woods, comme on dit, c'est le système qui a vécu après-guerre. Le FMI, la Banque mondiale, qu'on connaît très bien en Afrique, toutes ces institutions sont arrivées à la fin. Terminé. Le système game over. Okay, donc à partir de là, le monde se réorganise. Il ne faut pas croire. Alors nous, de l'Europe, on a toujours l'impression d'être au centre, qu'on gère les choses, etc. Mais le monde, il voit très bien que notre système financier est en faillite. On crée de l'argent, c'est la monnaie de singe qu'on crée, des plans de renflouement. On a créé, rien que la Banque Centrale Européenne a créé plus de 4000 milliards depuis la crise de 2008 pour renflouer le système financier. Nous sommes en 2020, en 12 ans, 4 000 milliards. Plus de 4 000 milliards de plans de renflouement pour renflouer les banques. Et toujours pas de santé. Et toujours pas de santé, toujours pas d'économie qui repart, toujours plus de chômage, etc. Toujours plus d'austérité. On a coulé la Grèce, le Portugal, l'Espagne, on a tous suivi ça de près. Donc,
Voilà, donc à partir de 2008, il y a eu un changement de paradigme. C'est vraiment ce qu'on appelle un changement de paradigme, où tout ce qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, et après 1971 en particulier, est arrivé à son terme. Et donc, petit à petit, les autres pays ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez eu la création des BRICS, qui a été une première étape. Qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Okay. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc BRICS, ça fait BRICS. Donc ces pays-là, en fait, ont remis à jour, d'ailleurs ils le disent explicitement, le rêve des pays non alignés, qui était simplement de dire, nous, la guerre froide, on s'en fout, on veut se développer, on va travailler ensemble, mais évidemment, tous les leaders des pays non alignés se sont fait assassiner. À l'époque, Indira Gandhi, enfin j'en passe, et des meilleurs. Donc il y a eu ce combat, donc aujourd'hui on est revenu à ça, donc les BRICS ont créé première base de pays ensemble, puisque ça représente quand même le Brésil, la Chine et l'Inde, c'est quand même pas mal de gens sur la planète. C'est du monde. Avec la Russie en plus et l'Afrique du Sud, ça fait presque la moitié de la planète. Ouais. Même plus que la moitié de la planète. Je pense autour de 3 milliards. Voilà, c'est ça. Donc ces pays-là ont dit, il faut sortir du monde unipolaire occidental tel qu'il était, on va créer avec des pays dans tous les continents, et on va mettre en place un nouveau système monétaire et financier international, un embryon. Donc ils ont créé la Banque des BRICS dans un premier temps, qui était justement une institution qui justement permettait d'aller vers des projets de développement communs en termes d'infrastructures, de projets communs et de réel développement. Et donc évidemment on a vu la réaction des Occidentaux qui a déstabilisé le Brésil, oui. Voilà, qui a viré les Rousseff et les Lula pour mettre des Bolsonaro, qui sont quand même illuminés. Un peu illuminés, oui. Donc voilà, mais c'est toujours pareil, mais bon, ça n'a pas empêché, si vous voulez, la dynamique des BRICS de rester en place. Et je dirais le coup de grâce finalement qui a été apporté au système occidental, c'était le lancement par la Chine des nouvelles routes de la soie. Et c'est là où ça concerne directement l'Afrique, parce que justement, si l'Afrique aujourd'hui est rentrée dans un paradigme d'industrialisation, en grande partie, c'est dû à cette impulsion des nouvelles routes de la soie, puisque le train entre Nairobi et Mombasa, Addis Abeba, Djibouti, tous ces trains s'est fait justement dans le cadre des routes de la soie, des routes de la soie par la Chine. Et de l'alliance entre l'Union africaine, qui est escalée, elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais avec l'idée de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains. À l'horizon 2063. En gros, c'est ce qu'on dit. On dit agenda 2063. Bon, il faudra probablement plus de temps. J'espère qu'on sera encore là pour voir ça. Moi, j'espère aussi. Il faudra plus de temps d'ailleurs dans les pays francophones. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà rentré dans ce paradigme où justement l'hégémonie dite occidentale et son système financier va vers son extinction en fait, clairement. Et on va remplacer ça, et c'est ce que j'explique dans le livre, par un monde multipolaire. Alors ce ne sera pas parfait, je veux dire, ce sera pas... Voilà. Mais un monde multipolaire, justement, où je dirais il n'y aura plus l'hégémonie d'une seule partie contre l'autre. Voilà, donc ça c'est la nouvelle dynamique, et dans cette dynamique-là, l'Afrique, justement, a beaucoup plus d'avantages qu'elle ne l'avait avant. D'où certains pays anglophones qui ont un petit peu plus de marge de manœuvre que les autres, qui sont engagés dans ces processus d'industrialisation de leur continent. Il faut voir l'Éthiopie, le Nigeria, l'Éthiopie, et c'est un cas très intéressant, la Tanzanie, même la Zambie, même le Kenya, tous ces pays-là sont engagés dans des politiques d'industrialisation. Alors évidemment, j'entends des fois les médias français qui disent oui, alors les Éthiopiens travaillent dans des usines pour 3 sous, 3 fois rien. Bon, oui, peut-être. Les vêtements que nous portons ici, qui dans le magasin viennent du Bangladesh, ou par-ci par-là. Et payés pour 3 fois rien. 3 fois rien, mais quand il s'agit de l'Afrique, ça gêne tout le monde. Voilà, donc c'est quand même paradoxal. Et puis surtout quand on sait ce qu'a fait la France en Afrique, aller donner des leçons à la Chine, même si, encore une fois, moi je ne suis pas grand défenseur du gouvernement chinois, mais c'est pas la France qui a bâti des infrastructures pour l'instant en Afrique. Du tout. Donc c'est dans ce cadre-là que ce paradigme émerge. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'Afrique va être libérée de l'Occident et avec son ami chinois, ils vont se développer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir se battre politiquement. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que cette émission, le conducteur de cette émission a été préparé par Pierre Moukoko, l'auteur de ce livre, voilà. Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France, qui est donc de Pierre Moukoko. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Je ne l'ai pas lu encore. Vous aurez le lire, donc
c'est lui qui a préparé ce conducteur, car il nous faut des chargés de production, quelquefois, et comme je ne suis pas encore assez riche pour en recruter, il faut que de temps en temps, des personnes comme Pierre Moukoko me donnent ce coup de main-là. Peut-être je vous solliciterai un jour pour un autre. Voilà. L'émergence d'une nouvelle Afrique s'impose donc, car ce continent doit être dignement présent au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un peu ce que vous décrivez là. La misère abyssale dans laquelle vivent les Africains doit s'arrêter. Ça, c'est ce que vous dites également. L'Afrique a un sous-sol le plus riche de la planète, dit-on souvent, et doit en profiter. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Comment tendre vers l'émergence de l'Afrique si cette Afrique-là doit continuellement dépendre de l'extérieur comme le veut l'Occident? Vous dites que c'est de manière politique qu'on va y arriver. Mais qu'est-ce que l'Africain lambda qui est assis chez lui, à Lomé, à Yaoundé, à Libreville ou à Abidjan doit comprendre cela? C'est quoi cette politique? Ce qu'il doit comprendre, et je pense que le premier chapitre de mon livre explique ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement et de lutte contre la pauvreté s'il n'y a pas à un moment donné une révolution économique et politique. En France, nous l'avons fait. Les Français ont été des serfs et des esclaves pendant longtemps. Parce que les hommes politiques français y pensaient. Ils venaient pour travailler pour le pays. Vous savez, Sébastien Permouni, comme moi, comme beaucoup d'autres, que les hommes politiques d'Afrique noire francophone sont démocratiquement nommés par la France. Oui, je vous parle des populations. D'accord, donc on parle des populations. Il n'y aura aucun projet et aucun... Vous savez, les constitutions, c'est le peuple pour le peuple par le peuple. Donc en France, il a fallu se battre pour ça. C'est pour ça que je prenais... Nous, on s'est battu contre une aristocratie, on s'est battu contre une bourgeoisie, une noblesse, on s'est battu à chaque fois pour développer nos acquis sociaux. C'est un combat permanent des peuples. Donc évidemment, les gens en place, ils ne voulaient jamais faire. Donc ce qu'il faut en Afrique, évidemment, c'est que les gens se mobilisent. Et ce que j'explique justement dans mon livre, c'est que la première des choses à faire pour que le peuple puisse se développer, c'est de récupérer la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que chaque État africain aujourd'hui doit avoir accès à une banque nationale de crédit. Jamais un pays ne s'est développé sans politique de crédit. La France, ça a été pareil après-guerre. Vous savez, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, on était endettés, voilà. Donc on a créé une banque nationale de crédit et on a financé la reconstruction, le développement, l'agriculture moderne, la médecine moderne. Voilà. Et si le peuple ne comprend pas ça, et la révolution américaine, je cite Hamilton dans mon bouquin, c'est le premier secrétaire au Trésor américain. Toute l'histoire de la révolution américaine, c'était contre l'Empire anglais qui interdisait d'avoir des banques et qui interdisait d'avoir des manufactures. C'était interdit d'avoir des industries sur le sol américain. Un peu comme aujourd'hui. C'est exactement comme aujourd'hui. C'est exactement comme aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas bougé d'un centimètre en 250 ans. Donc, toute la révolution américaine, ça a été ça. Et à partir du moment où ils ont gagné cette révolution, ils ont mis une banque nationale en place, une politique de crédit, et ils ont financé le développement des manufactures. Donc ça, c'est l'objectif que doivent se fixer les peuples africains. C'est cette politique-là. Après, une fois qu'on a les manettes et qu'on a repris le contrôle de la planche à billets, si on veut dire, on peut l'investir dans l'hôpital, on peut l'investir dans l'éducation, on peut l'investir, etc. Mais ça, c'est la priorité absolue. C'est pas juste de dire, allez, Blaise Compaoré, va-t'en, comme on l'a vu, et puis après, derrière, il n'y a personne qui sait quoi faire. Donc à un moment donné aussi, il faut faire une révolution pour quelque chose. Et ça, c'est ce qui manque peut-être parfois, un peu partout d'ailleurs. Je ne vous cache pas qu'en France, c'est la même chose. En France, on n'a plus de banque nationale. On a une banque centrale indépendante européenne. On a une monnaie qui n'est même pas la monnaie, qui n'est même pas la nôtre. Donc c'est comme le franc CFA, qu'on ne contrôle pas. On n'a pas le droit de demander à la BCE de nous créer de l'argent pour nos hôpitaux, par exemple 800 millions comme les hôpitaux demandaient. Par contre, quand il y a la pandémie qui arrive, la BCE est capable de créer 750 milliards. Comme par miracle. Extraordinaire. Oui, cette question de la souveraineté monétaire, elle est fondamentale. Et c'est pas... Et c'est là où moi je me considère comme africain, où je me dis que les Africains devraient se considérer comme Européens. C'est qu'on est tous dans le même... En fait, on est tous dans le même système contre une oligarchie financière. Vous permettez que je vous dise quelque chose, Sébastien Perrimoni. J'arrive en France au temps des francs.
Avec 400 francs, je me nourrissais tout un mois. On passe du franc à l'euro le 31 décembre 2001. On passe à l'euro le 1er janvier 2002. Je vais acheter mon pack d'eau. Il me coûte 1,80 €, alors que 24 heures avant, il me coûtait 6 francs. 1,80 €, c'est 11 francs et poussière, presque 12 francs, donc mon pack d'eau a doublé de prix. Je peux vous dire tout de suite que s'il fallait voter le retour au franc, je serais le premier à voter le retour au franc. Parce que oui, mais parce que c'est ça, ça a été, comme je l'ai dit, ça a été une escroquerie permanente, le système financier dans lequel on vit. Quand vous voyez, c'est l'exemple que j'utilise souvent, mais qui frappe les gens, à Davos, au sommet Davos, on vous dit, voilà, il y a 2153 milliardaires dans le monde qui possèdent autant que 70% de la planète, et d'ailleurs on travaille quasiment tous pour eux. C'est-à-dire qu'il y a 2000 personnes dans le monde. Et donc si ça, c'est pas un système oligarchique, 6 milliards de personnes travaillent pour 2000 personnes. Donc si ça, c'est pas un système oligarchique, et c'est là où il faut pas... et ils essayent de diviser, et vous parliez de l'affaire Floyd tout à l'heure, on va chercher à mettre les blancs contre les noirs, on va mettre les juifs contre les wahhabites, etc., etc., les blancs, les femmes contre les hommes, hein, les chrétiens contre les athées. Et constamment, cette oligarchie joue sur se diviser pour mieux régner, alors que pendant que nous, on s'entretue les uns les autres, hein, finalement, ou qu'on détruit notre propre pays, eux, ils continuent, ces 2000 personnes, à accumuler. Voilà, on pourrait transcrire l'exemple que vous donnez là dans les pays africains où on va monter Betty contre Bamileke, Bassa contre un tel, juste pour... Vous comprenez, chers téléspectateurs, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Hein? Voilà. Donc et c'est là peut-être le message le plus fort qu'il faut faire passer, c'est que Africains et Français ou Européens, aujourd'hui, on a le même combat à mener contre cette oligarchie financière. Le franc CFA, c'est pas la France. C'est des intérêts financiers privés qui ont pris en otage notre pays et qui l'ont détruit depuis 20 ans, 30 ans même. Ils ont désindustrialisé notre pays, ils sont en train de tuer nos agriculteurs, ils ont détruit notre système de santé en le privatisant, etc., etc., etc. Donc on a le même ennemi. Et c'est ça qu'il faut arriver à identifier si on ne veut pas tomber dans ce que je peux voir aujourd'hui, tous ces débats sur l'héritage de la colonisation, est-ce qu'il faut déboulonner les statuts, finalement est-ce qu'on va s'entretuer les uns les autres pendant que le système il continue à tourner avec sa fausse monnaie. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que, en tout cas moi c'est le message que je veux faire passer. Après j'ai pas moi qui vais demander au peuple de Libreville, de Yaoundé ou de Brazzaville de se soulever contre leur dictateur. C'est pas moi, c'est pas mon rôle. C'est pas à moi de faire ça. Mais vous savez très bien, Sébastien Périmoni, que lorsque ce peuple se soulève, c'est de France qu'on propose de l'aide militaire pour mater le peuple. C'est pas Michel Alliot-Marie qui me le contredirait. Dans ce cas-là, on irait au tribunal et je gagnerais le procès sans avoir besoin d'un avocat. Vous connaissez l'affaire. C'est bien elle qui proposait de l'aide à Benalla, en Tunisie en particulier, ou au Congo, on l'a fait partout. Voilà. En Libye, on a vendu des armes à toute la Libye avant d'aller détruire le pays, par exemple. Donc on s'enrichit tout le temps sur les deux... On a toujours deux fers au feu, c'est ça les empires. Hein. Il y a comme ça qu'on maintient le système. Hein. Donc... Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Voir l'Afrique avec les yeux du futur est un livre de Sébastien Périmoni que vous pourrez retrouver via les plateformes. Hein. On peut déjà l'acheter sur mon site, et après il sera sur les plateformes Amazon et consorts. On a fait la pub alors que... Bon, alors vous pouvez trouver ces livres sur Amazon ou sur votre site. Sur le site c'est mieux, Un livre que je vous recommande, car la 4e page m'a beaucoup parlé, voilà pourquoi j'ai voulu qu'on fasse cette émission. Un livre qui est une continuité de quelqu'un que vous admiriez beaucoup. Son livre est devant vous. Oui, Monsieur Poemi, oui. Monnaie et servitude. Tout à fait, ouais. Vous savez, c'est marrant parce que je crois qu'il a à peu près tout compris. Son livre a été écrit à la fin des années 70. Hein. Et il dit, faute d'accorder justement... Déjà, il dit sur le franc CFA, clairement, la France est le seul pays dans l'histoire à avoir réussi à maintenir sa monnaie, rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Donc c'est assez drôle déjà de le formuler comme ça. Et il dit, faute d'accorder aux questions monétaires l'importance qu'elles devraient, les Africains vont s'infliger d'énormes souffrances
pour les générations, les 2-3 générations qui viennent. Il dit ça en 1980. Donc il a eu totalement raison, il était très clairvoyant là-dessus. Et il parlait du fonds de misère instantané. Donc le fonds de misère instantané. Le FMI. Ah. C'est comme ça qu'il avait renommé le fonds de misère instantané, donc c'était assez drôle. Formalité intéressante, fonds de misère instantané. Et il disait ça par rapport à ce qu'on discutait. Hein. Le plus important, il n'est pas raisonnable de confier à un organisme politiquement irresponsable, peuplé de fonctionnaires non issus du suffrage, donc la liberté du peuple pour le peuple et avec le peuple, la liberté d'infléchir la vie collective dans le sens qu'il désire. Ce serait installer l'autorité monétaire comme une 4e branche de la Constitution, etc., etc. Donc il met en garde justement contre cette indépendance des banques centrales. Et pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit on a fait croire aux gens finalement que c'est la queue qui remue le chien. J'adore cette expression. Elle est extraordinaire parce que ça explique toute la folie économique qu'on a acceptée depuis des années. C'est-à-dire qu'on a dit aux Africains, non, vous n'avez pas le droit de vous développer parce que vous êtes déjà des pays faibles. Hein, et si vous vous développez, ça va faire de l'inflation. Donc nous, on va garantir votre monnaie. En échange, évidemment, vous savez, la France a garanti, soi-disant, la monnaie africaine. C'est ce qu'expliquait très bien, d'ailleurs, votre ami M. Agboou la semaine dernière. Nicolas Agboou, il y a quelques semaines, d'ailleurs. Très, très précis sur ces questions-là, il a très bien expliqué. Et donc, il utilise cette expression, on a fait croire aux gens, en effet, que c'est la queue qui remue le chien, parce que jamais, la monnaie n'a aucune valeur. La monnaie, ça n'a aucune valeur intrinsèque. La monnaie, sa valeur, c'est ce qu'on en fait, c'est où on l'injecte. Si on injecte 10 000 ou 800 milliards, par exemple, pour sauver des banques qui ont spéculé, ça ne va pas aider l'économie. Si on injecte 800 milliards pour bâtir des ponts, remettre à jour nos routes, faire les barrages hydroélectriques ou je sais pas quoi, là, ça a de la chance de nous apporter quelque chose. Donc l'argent n'a aucune valeur en soi. C'est ce qu'on en fait qui lui donne sa richesse. Et c'est ce que dit Pouemi. Il y a tout ce chapitre sur la monnaie, ce qu'il appelle la monnaie, un bien vide et universel. Il retrace comment justement, à chaque époque, les pays qui se sont développés ont créé leur propre monnaie pour leur propre développement. C'est-à-dire que c'est un choix politique, encore une fois. Et aujourd'hui, on a fait croire aux gens que l'économie c'était une science et que la politique c'était une autre. Il y a les sciences politiques et les sciences économiques. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Toujours. La science a été économique, la politique a été économique et l'économie a été politique. Ça a toujours été ça. Mais on a créé des théories qui fait que, et c'est d'ailleurs ce que montre très bien Pouemi quand il se moque de tous ces académiciens, d'ailleurs qui viennent de son pays, le Cameroun, ou du Gabon, ou de toute l'Afrique, qui vont étudier dans les soi-disant grandes universités françaises. On les dit Senghor. Voilà, et qui se croient très très intelligents, alors qu'on leur a appris des théories qui n'existent même pas. Et après ils se retrouvent à bosser pour le FMI, et ils appauvrissent leur propre pays, et pour eux c'est tout à fait légitime d'appauvrir leur propre pays. Ils sont lavés du cerveau. Dites-moi Sébastien Périmoni, après la Seconde Guerre mondiale, le Congrès américain avait validé la participation des États-Unis via un plan Marshall pour sauver l'Europe. Aujourd'hui, on sait que sans ce plan Marshall et l'apport de l'Afrique, il faut bien préciser, certains pays d'Europe ne connaîtraient pas le rayonnement qui est le leur aujourd'hui. Est-ce que les pays d'Afrique ont besoin d'un plan Marshall ou ont-ils tout simplement besoin qu'on leur permette de travailler? Lequel des deux leur donnerez-vous? Un peu les deux, en général, comme disait l'autre. Oui, il faut l'état d'esprit du plan Marshall. Mais ce que nous on dit, c'est qu'il faut plutôt avoir l'état d'esprit du New Deal. Ce n'est pas pareil. C'est ce qu'a fait Roosevelt bien avant. En fait, après la crise de 29, le pays et les États-Unis sont en faillite. Roosevelt reprend le pouvoir, il condamne les banquiers, il fait ce qu'on appelle une commission d'enquête. C'est d'ailleurs nous on propose ça avec notre parti politique de Jacques Cheminade. Une commission d'enquête pour juger les escrocs financiers. Il en met certains en prison, les gens de JP Morgan, etc. à l'époque. Et après, il reprend le contrôle de la monnaie et il injecte dans ce qu'on appelle le New Deal, la nouvelle donne. Donc il y a des barrages, justement les grands projets, les trains, etc., les villes modernes, etc. Donc c'est plutôt ça que doit faire l'Afrique. C'est-à-dire que souverainement, elle lance des grandes politiques d'industrialisation et de développement. Ça, c'est le mieux. Après, aujourd'hui, elle a aussi besoin d'un plan Marshall, ou dans le sens où elle ne peut pas tout faire tout seul. Et par exemple, l'expertise, comme on le voit dans certains domaines du spatial que je mentionne dans mon livre, ou des infrastructures de chemin de fer à grande vitesse, ou la chaîne du froid, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça où elle aura besoin d'un apport extérieur, technique, scientifique, avec des grosses boîtes, qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément faire un beau travail en Afrique, mais qui peuvent être réorientés dans une nouvelle dynamique pour faire des choses positives. Bon. Donc il faut un mix entre un New Deal, c'est-à-dire des pays qui disent
Moi j'aime bien l'expression du président du Ghana, quand il a reçu Macron, il a dit Nana bon, Akufo-Addo, oui. excusez-nous, l'aide au développement, bon ben voilà, ça fait 30 ans, vous avez réussi à nous prouver que ça ne marchera, ça n'a jamais marché, que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, oui. Donc maintenant, nous, on va se libérer du FMI, on va se libérer de ces politiques d'aide au développement, puis on va avoir une politique d'investissement. Bon, ça va prendre du temps, c'est pas parfait, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut une part de New Deal et une part de plan Marshall, et je pense que le plan Marshall aujourd'hui il existe, c'est les routes de la soie. Il faut bien voir que les investissements de la Banque des BRICS, de la Banque d'investissement asiatique dans les infrastructures qui a été On va dire la banque chinoise beaucoup plus. Hein. Et la Banque de Chine également, la nouvelle Banque de développement, c'est 130 pays qui ont signé aujourd'hui des accords dans le cadre des routes de la soie, dont l'Italie, la Suisse, la Grèce, La Suisse est dedans. sûr, évidemment. Jésus-Marie-Joseph. L'Algérie, il y a des pays d'Afrique qui sont dedans, le Nigeria, etc. Il y a 130 pays, et les sommes mobilisées autour de ce projet qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est déjà 12 fois le montant du plan Marshall, au niveau international. La Chine, si on prend la Chine en Afrique, rien que la Chine en Afrique, c'est 60 milliards tous les 3 ans, dans le cadre du FOCAC, Forum de coopération sino-africaine. C'est-à-dire 60 milliards, c'est énorme. Devenu le premier partenaire commercial. 60 milliards de francs CFA ou de Non, de dollars. C'est en de dollars. dollars, ok. Équivalent dollar, on va dire. Voilà. Donc on a déjà ce plan Marshall, c'est les nouvelles routes de la soie, c'est ce que je disais au début. C'est ça qui a créé un nouveau paradigme. D'ailleurs, la France fait partie maintenant de la Banque de développement asiatique dans les infrastructures. Les Anglais ont rejoint tous les pays, voilà, parce que c'est là où le centre d'inertie a basculé. Hein. Donc on n'est pas dupes, hein, nous là-dessus, il ne faut pas croire. Hein. Donc ça c'est le nouvelle architecture, et après il faut des politiques, et moi j'essaie de me battre, j'ai des amis au Togo, j'ai des amis au Bénin, j'ai des amis au Congo, au Brazzaville, etc., de faire en sorte qu'ils fassent avancer cette idée de politique de New Deal, vraiment cette idée que la banque, c'est ce que dit Pouemi, hein, c'est que chaque État doit avoir une politique de crédit, et c'est ce crédit qui sera un pari sur l'avenir, qui permettra de rembourser les dettes, parce qu'un crédit c'est toujours une dette à court terme, hein. Mais si on l'investit dans un train, par exemple, le cas de Nairobi-Mombasa, je le cite souvent, c'est 2 points de PIB en plus pour le pays, réel, hein. Vraiment réel, point de PIB réel, c'est 46 000 emplois créés sur le long du projet, etc. C'est du concret. Hein. Donc voilà, ça c'est ce type de crédit qu'il faut faire. Donc on est dans ce schéma-là, où de toute façon le plan Marshall existe déjà, c'est les routes de la soie, et après chaque pays, dans le meilleur des cas, aura sa politique nationale de développement de ses propres infrastructures. Vous me parliez tout à l'heure de l'expertise dont l'Afrique aurait besoin qui viendrait de l'extérieur. Oui. On sait aujourd'hui que la diaspora africaine vit et travaille à l'extérieur et est très bien formée. Oui. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas tout simplement s'appuyer sur cette diaspora? Ce serait logique. D'ailleurs, que fait le président du Ghana, pour le mentionner à nouveau, c'est à ce à quoi il appelle « Back to Africa ». Back to Africa, yes. Donc en termes d'investissement, déjà, parce il y a maintenant des gens de la diaspora qui ont pu développer des capitaux assez importants. Donc après, il faut qu'ils les réinvestissent en Afrique. C'est pas toujours le cas, mais ça, à mon avis, on va dans cette direction-là de plus en plus. Et après, est-ce que petit à petit, les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, j'étudiais d'ailleurs dernièrement la question du nucléaire, j'ai un chapitre pour ça dans mon livre. Il y a énormément de gens, d'Africains, qui ont été formés au Japon, en Russie, en Chine, même en France, en ingénierie nucléaire. Hein. C'est pas encore des milliers, mais il y en a. Et c'est des gens qui peuvent très très bien retourner chez eux pour bâtir un programme de nucléaire civil tout à fait de manière tout à fait compétente. Il n'y a pas de problème. Hein. On parlait de Vincent Konjo tout à l'heure, c'est ce qu'il sait faire. Bien sûr. Quand Cheikh Anta Diop, déjà à l'époque, avait fait un laboratoire d'expertise radiodétection, etc. Voilà. Je veux dire, c'est... Aujourd'hui, on n'imagine pas comment ça a évolué. Je suis allé en Angola l'an dernier, j'y suis allé le jour où ils lançaient leur premier satellite. 100% made in Angola. Ils ont fabriqué, alors c'est un micro-satellite, comme on dit, c'est pas un grand satellite, mais 100% fabriqué sur place. Voilà. Il faut bien commencer par quelque chose. Et tous les pays ont commencé comme ça d'ailleurs. Mais là, c'est le cas. Vous voyez, ils ont leur propre satellite. Donc il y a toutes ces choses qui se mettent en place aujourd'hui. Revenons un peu sur la France-Afrique, si vous permettez. Un bout d'eau, l'eau c'est la vie.
Même si dans certains pays d'Afrique, c'est de Ça l'or, manque, ouais. au Cameroun notamment, il n'y a pas d'eau potable. Mais bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Revenons donc sur la France-Afrique. Le 20 septembre 2017, la fondation L'Est du Montaigne, qui est un think tank, commettait un rapport dans lequel on demandait à la France de revoir, d'appuyer sur Estat. Vous connaissez peut-être ce rapport-là. Et on demandait il y était écrit clairement que rien ne doit être tabou. La question du franc CFA doit être touchée, la mauvaise gouvernance, le soutien aux dictateurs, bref. Depuis quelques années, depuis Chirac et sa fracture sociale française comme France-africaine, ensuite Sarkozy, Hollande, Macron, chacun arrive en disant que la France-Afrique c'est terminé, mais jamais n'est terminé. Emmanuel Macron, à bientôt 2 ans de son mandat, je doute fort avec il vient de prouver avec l'écho qu'il n'est pas prêt à changer les choses. Il n'est pas prêt à changer. Les gens n'ont pas bien vu, je relisais cette loi, quand même l'écho c'est extraordinaire. Donc moi j'ai lu le projet de loi, j'ai écrit un article, donc il y a les 4 points principaux, donc on change le nom, bon très bien, on change le nom, bon, c'est cosmétique. Donc suppression de la centralisation des réserves, ça ok, on est d'accord. Retrait de la France des principales instances de décision. Sauf si, parce que quand on regarde... En cas de conflit, la France peut créer une commission ad hoc et nommer... Voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc prévoit, mais quand même, l'article 4 prévoit la nomination par le Conseil des ministres d'une personnalité qualifiée. Conseil des ministres français. Voilà, bien sûr. Dans les affaires africaines. Voilà. Et pose également le principe d'un retour d'un représentant de la République française en cas de crise aiguë. Donc voilà, rien n'a changé. Rien n'a changé. Macron ne changera pas ça. Et de toute façon, personne ne veut changer. Vous savez, Jacques Cheminade avec qui je travaille dénonçait déjà la France-Afrique dans sa première campagne en 95. À l'époque, Roland Dumas a rejeté ses comptes de campagne, d'ailleurs, qui était le porteur de valise de Mitterrand. Ouais, Roland Dumas, ouais. Voilà, un grand, voilà. Et qui d'ailleurs fait la une des journaux, puisque là, il y a l'affaire Karachi qui ressort. L'affaire Karachi qui ressort, il y a déjà des condamnations là-dedans. Tous ces gens-là nous ont empêchés de nous exprimer en France, puisqu'on dit oui, il y a des dictatures brutales en Afrique, mais il y a aussi ce qu'on appelle des dictamoles en Europe. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le régime totalitaire avec l'armée qui écrase et qui tue et qui torture, mais c'est la torture, c'est le silence médiatique. Voilà, Cheminade n'existe pas, il n'a jamais dénoncé la France-Afrique en 95 et que ça n'existe pas. C'est une forme de dictamol, comme on dit nous. Il n'y avait pas Internet à l'époque, aujourd'hui et en plus il n'y avait pas Internet à l'époque. Ils peuvent nous arrêter, voilà. Nous travaillons là, c'est pour le web. Donc là on est dans la mascarade avec Macron et son écho et Ouattara, et encore, je crois que moi ça me surprend que les gens ne relèvent même pas, c'est même pas le français. On dit c'est la fin du franc CFA. Macron avait même dit, il est vrai que cela a pu être perçu comme un vestige de la France-Afrique. Genre comme si la France-Afrique était finie déjà. Et surtout, c'est pas le franc CFA qu'on est en train de réformer, c'est la moitié du franc CFA. C'est la moitié. Les zones d'Afrique centrale n'est pas concernée, ça on n'en parle pas. Donc on dit oui, moi je vois les journaux français qui disent la fin du franc CFA, ça y est, Macron encourage, hurrah, bravo, merci Macron. Ne saviez-vous pas que mes confrères français blancs de peau sont souvent incultes quand il s'agit d'Afrique? Oui, c'est même assez surprenant. Et il y en a parmi eux, quand je discute avec eux, je leur dis s'il vous plaît, asseyez-vous un certain moment, prenez un stylo, écrivez. Ils ne savent rien. Mon promotionnaire de l'école de journalisme en France, qui était de l'aristocratie, je ne donnerai pas son nom ici, mais son prénom était romain, m'a un jour demandé est-ce que la Côte d'Ivoire c'est à côté du Cameroun? Et je lui avais dit à l'époque oui, Romain, tu as raison, la Hongrie est à côté de la France. Mais non, tu exagères, la Hongrie est à au moins 3000 km de la France. Je lui ai répondu à l'époque Romain, tu sais, nous sommes à l'ère du numérique, il suffit de taper sur Internet la carte de l'Afrique et tu te rendrais compte. Et voilà, c'est ça qui va finir sur les grandes chaînes françaises pendant que nous sommes à la maison, mais ça ne connaît rien. C'est ce que je disais une fois, c'est-à-dire que en Afrique, pour les Européens, on leur dit voilà, c'est des tribus. Oui. Alors que bon, il y a plus de gens qui parlent par exemple le swahili que le suédois ou le danois, alors que le Danemark, c'est vu comme des nations. C'est des nations, c'est des pays avec une langue, une histoire, etc. Bon, il y a pas. Pourtant en Afrique, il y a 10 fois plus, même 100 fois plus de gens qui vont parler telle langue, mais c'est des tribus, c'est des dialectes, c'est même pas des langues, c'est des dialectes. C'est des dialectes dans des tribus. Imaginez un peu l'héritage culturel dans lequel les gens baignent avec toute cette rhétorique qu'on a entretenue à travers sociologie, anthropologie, tous les neurologies là qu'on nous fait les scientifiques. Ces jours-ci, dans nos radios françaises, on entend le mot les indigénistes. Oui, les indigénistes. Les indigénistes désormais, des micros, toujours à minimiser ce qui vient de l'Afrique. Dites-moi,
avec ce passage à l'écho, qui appartient donc à l'humour, voyez-vous les autres membres de la CEDEAO, Nigeria, Ghana, Guinée-Conakry et autres, rejoindre cet écho-là un jour? Non, il y a zéro chance quasiment que ça se passe. Non, c'est ce que disait Monsieur Agbo la fois dernière. Déjà, le fait que nous, on dise on va faire l'écho tout de suite, maintenant, avec Ouattara, pour certains pays, c'est-à-dire 8 pays de l'UMOA, c'est déjà couper l'herbe sur le pied de la CEDEAO, qui, elle, regroupe tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dont les pays anglophones et francophones, qui, eux, avaient déjà comme un projet d'aller vers pas un gouvernement fédéral, mais enfin, une monnaie unique avec une instance fédéraliste, on pourrait dire, un peu comme l'Union européenne, finalement, avec une monnaie unique et qui justement libérerait la France, enfin libérerait plutôt l'Afrique du joug néocolonial français. Voilà. Et donc ça, évidemment, la France l'a très très mal pris, surtout que le Nigeria évidemment représente 70% du PIB de la région et ils ne sont pas trop copains avec la France sur ces questions-là. Oui, Maria Arena, députée belge, m'en a longuement parlé l'année dernière dans une interview. Donc il y a une bataille énorme. D'ailleurs, vous savez, j'ai repris ça dans ce que je publiais. Les gens oublient, il y a quand même Hubert Védrine, qui avait fait un rapport en 2013 sous François Hollande, disant qu'il fallait élargir la zone du franc CFA aux pays anglophones. Donc c'était le projet, vous pouvez le trouver sur internet, ça s'appelle Rapport Afrique-France Partenariat pour l'avenir, Hubert Védrine. Donc il expliquait ça. Et après il y a eu Dominique Strauss-Kahn qui là a fait vous avez dû le voir, ça s'est sorti en 2018, où pareil, il disait qu'il faut élargir l'UEMOA, donc l'Union Européenne d'Afrique de l'Ouest, en direction d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, hors Nigeria. Donc, hors Nigeria, bien sûr. Et donc c'est dit explicitement, comment il dit, puisque évidemment le schéma en cours prévoit une union monétaire de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, sans le Nigeria, qui lui n'a pas besoin d'union monétaire, c'est bien connu, et etc. etc. Encore une fois, une politique de division. Pourquoi hors Nigeria? Parce qu'ils disent que si le Nigeria est inclus, comme son économie représente 70% de la richesse, elle aura le plein pouvoir. C'est comme un peu le poids que jouerait l'Allemagne en Europe, entre guillemets, parce qu'elle a plus d'avantages par rapport aux autres pays, donc elle est un peu le leader, celui qui commande, quoi. Je ne paierai pas pour les autres. Vous savez, les fameux. Voilà. Donc, évidemment, il y a toute la politique de la France qui était de saboter ce projet de la CEDEAO, parce que, évidemment, que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs au Nigeria, et qui, lui, se bat pour une politique de grands projets. Il a soutenu un des grands projets, d'ailleurs, que je défends dans le livre, qui est le projet pour revitaliser le lac Tchad. Ça, c'est un des plus grands défis de l'Afrique. Le lac a perdu 90% de sa superficie, 3,5 millions de déplacés, c'est la plus grave crise écologique et humanitaire dans le monde, selon l'ONU, on n'en parle quasiment jamais, sans parler du terrorisme qui s'est développé dans toute la région du lac Tchad. Et donc il y a un projet que nous on avait proposé, qui a été repris, qui s'appelle le projet... Pardon. Ça, on l'avait oublié celui-là. On l'avait oublié. Donc un projet qui a été qui s'appelle le Transaqua pour revitaliser le lac Tchad. Et le président du Nigeria, M. Buhari, a fait une conférence en 2018. Il nous a invités justement, on a présenté le projet là-bas et il s'est engagé justement avec la Chine en particulier, Power China, une grande entreprise, à revitaliser le lac. Voilà, c'est ça. Et ça plaît pas du tout à la France parce que les 4 autres pays autour du lac, c'est les pays francophones. C'est le Tchad, le Cameroun, le Niger, la Centrafrique est concernée aussi. Qui est concernée parce que le Transaqua, l'idée c'est de faire un canal qui vient du Congo et qui traverse la Centrafrique pour amener un peu d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le bassin du Congo qui tourne en boucle en fait. Donc c'est d'en divertir un peu, d'en prendre autour d'un canal. Et ça ne plaît pas à la France? Non, ça ne plaît pas à la France parce que la politique de développement ne plaît pas à la France, dans la région. Vous parlez bien de la France qui a des agences françaises de développement partout en Afrique. Vous prenez par exemple les gens qui s'opposent le plus, et c'est tout le paradoxe, c'est l'IRD. L'Institut de recherche et de développement français, vous avez soi-disant tous les grands pontes de l'économie sociale et solidaire et écologique, ils sont tous opposés au projet. Pourtant, c'est une catastrophe écologique, mais ils ne veulent pas intervenir. Merci à GMTV+, continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.